Loin de l'Oedipe dont nous avons tous entendu parler, nous allons voir que ce mythe nous parle de la transgression des tabous du viol et de l'inceste, du traumatisme transgénérationnel, du poids du secret de famille et de la puissance destructrice du déni. Comme dans un rêve et comme d'habitude, nous allons commencer par observer le tout début du mythe, c'est-à-dire son contexte qui va nous expliquer le déroulement dramatique qui va donc s'en suivre. Ici, il s'agit du roi Laïos qui est roi de Thèbes et à un moment donné, donc il est chassé de la ville, il se réfugie chez un autre roi qui le charge d'apprendre à son fils Chrysippe à conduire un char. Alors déjà, la ville de Thèbes, c'est pas n'importe quelle ville, c'est une ville importante de la Grèce antique qui est connue par sa psychorigidité, hein. C'est une ville guerrière et on l'identifie aussi de cette manière-là dans le mythe de Dionysos, qui n'aime pas du tout le système de pensée de la ville de Thèbes. Et donc ici, en plus, il s'agit du roi de Thèbes, c'est-à-dire la fonction qui décide, la fonction animus principale de ce système de pensée, qui est donc à la tête et qui fonctionne tout à fait comme ça. Et il va donc être chargé d'apprendre au fils du roi à conduire un char. Donc le char, c'est un petit peu, si on le regardait comme un rêve, hein, ce serait comme une voiture dans nos rêves contemporains, c'est-à-dire la manière dont on se conduit dans la vie, la manière dont on conduit sa vie. Et ici, donc, il est en train d'apprendre à un jeune animus, un jeune masculin, comment se comporter de façon patriarcale avec son char. Sauf que Laios, il s'éprend de son jeune élève, il l'enlève et il le viole. Et donc là, ça y est, on y est. Le début du mythe commence ici avec cette agression sur ce jeune homme par le roi Laios. Or, on sait que il le viole à cause de son système de pensée, parce que pour lui, il n'y a que son plaisir qui compte, hein, c'est absolument pas tabou, il s'en fiche complètement. D'ailleurs, il se sent absolument pas coupable. D'ailleurs, personne ne lui dit rien du tout. Il va continuer à suivre son petit bonhomme de chemin. Et, euh, et on est bien dans ce système patriarcal qui n'accorde pas de valeur à ce genre de choses. Pour eux, c'est absolument pas tabou. De la même manière que agresser les femmes, c'est pas tabou du tout. Et, et donc, c'est de ça que va partir le drame, parce que non seulement il y a cette transgression, mais il ne va pas en parler, c'est-à-dire que ce n'est pas mis au jour, on rentre tout de suite dans la notion de secret, et ça, on va voir que ça a un impact énorme sur le déroulement du mythe. Alors, personne ne dit rien, c'est-à-dire que la justice des hommes, elle s'en mêle absolument pas. Il n'y a personne pour lui dire, dis donc, espèce de salopard, on viole pas les enfants, donc tu vas te prendre 30 ans de prison. Ça n'arrive pas du tout dans le mythe. Par contre, le père, hein, de l'enfant, il va invoquer les dieux de manière à jeter la malédiction sur cet homme-là. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner parce que Apollon entend les prières. Apollon va donc entendre les prières. Et Apollon, c'est un dieu assez ambivalent parce que des fois, il n'est pas sympa du tout, par exemple quand il poursuit Daphné, mais des fois, il est plutôt sympathique, en particulier quand il agit de concert avec sa sœur Artémis pour tuer tout ce qui peut porter préjudice au féminin d'origine. Ici, il va agir un peu comme un redresseur de tort, c'est-à-dire que si la justice des hommes s'en fiche complètement, hein, que pour eux, le viol et le viol d'un adolescent, ben, ma foi, c'est pas plus grave que ça. Il semble que la nature s'en fiche pas du tout, elle, et qu'elle réclame que cette faute soit reconnue à sa juste valeur, c'est-à-dire la transgression d'un tabou majeur. Une faute qui est commise par un parent ou un grand-parent, ou de la même manière qu'une blessure reçue par des ascendants et qui n'auront pas été reconnus comme tels, vont peser lourdement sur la descendance. Ici, on est en pleine notion de transgénérationnel, c'est-à-dire d'épigénétique. Donc Chrysippe va mourir de mort violente et dans certaines versions du mythe, il se suicide carrément sans que cela n'affecte d'aucune manière Laios. Hein. Et pendant ce temps-là, ben, il suit son petit bonhomme de chemin et nous allons le retrouver avec sa femme Jocaste lorsqu'ils vont consulter l'oracle de Delphes, hein, la Pythie, qui va leur prédire que s'ils avaient un fils, celui-ci tuerait son père et épouserait sa mère. Et donc ça leur fait peur
mais ça leur fait juste peur, c'est-à-dire qu'il ne leur vient absolument pas à la conscience que nos actes ont des conséquences. Hein, ils regardent absolument pas, donc c'est le déni le plus total, et bien entendu avec le déni, il va y avoir la notion de secret qui s'est mis en place. Bien sûr qu'ils vont avoir un fils, c'est absolument incontournable dans l'histoire, et de peur que l'oracle ne s'accomplisse, ils vont l'abandonner, mais ils vont pas l'abandonner n'importe comment, ils vont lui percer les chevilles pour l'accrocher à un arbre. C'est-à-dire que Oedipe, il a les pieds blessés, il a les pieds enflés, et c'est ce que voudrait dire le nom de Oedipe, hein, ça voudrait dire pieds enflés. Ce qui veut dire que les pieds, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de marcher, de nous tenir debout. Ça a quelque chose à voir avec les racines. Or, les racines dans le système patriarcal, c'est le père. Donc, il est profondément blessé dans la fonction paternelle. Alors ici, le désir, ce serait qu'il soit bouffé par des animaux sauvages, et certainement que ce serait une très bonne chose qu'il soit bouffé complètement par des animaux sauvages, parce que sur le plan symbolique, on a affaire à l'initiation par le dépeçage dans l'arbre, c'est-à-dire cette capacité du masculin de pouvoir se métamorphoser en passant par une mort de ce type-là, en réintégrant, en se reconnectant à ses instincts naturels de ceux d'origine, qui lui permettraient très certainement de prendre clairement conscience, de manière instinctive, de la réalité de ses parents. Alors il y a déjà son père qui est un violeur dans le déni, et puis en plus maintenant il y a sa mère qui aussi l'abandonne. Donc ça serait intéressant qu'il aille jusqu'au bout du processus de métamorphose pour prendre conscience de cette chose-là. Malheureusement, il n'a pas le temps de cette métamorphose, de cette mort à lui-même, parce qu'il est sauvé par un berger qui va le faire adopter par le roi et la reine de Corinthe, qui vont l'élever comme leur fils, c'est-à-dire qu'avant qu'il ait eu la possibilité justement de prendre conscience de la réalité, il va vivre avec des parents en croyant que ce sont ses parents. Il n'a pas la réalité de ses parents. Donc là, on est en véritable entourloupe, c'est-à-dire que j'ai une idée complètement fausse de mes parents. Je crois que c'est mon père, c'est un type super sympa, et en fait c'est un gros salopard, mais je n'ai absolument pas conscience de ça. Je pense que ma mère, c'est une mère aimante, alors qu'en réalité c'est une mère qui m'a abandonnée. On est dans l'entourloupe la plus totale, hein, dans l'inconscience la plus totale. Et ça ne va absolument pas aider Oedipe. Lors d'un banquet, un homme accuse Oedipe d'être un enfant illégitime. Ça va mettre Oedipe très en colère, hein, et du coup, il va partir à Delphes pour consulter l'oracle que ses parents connaissent bien, pour savoir si ses parents adoptifs sont ses vrais parents. Et en fait, ici, c'est intéressant parce que le personnage qui lui dit qu'il est un fils illégitime a un peu le rôle de ce qu'Alice Miller appelait un témoin lucide, hein, qui permettrait à Oedipe de prendre conscience et de se poser les bonnes questions. Alors, ça le met en colère, il est proche de soulever le voile, mais devant l'oracle, il ne va pas plus loin que cette fatalité qui lui tombe toujours sur la tête. À aucun moment il ne se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il y a une telle fatalité? Il rentre dans la croyance qui s'ancre en lui, mais en fait il ne prend pas conscience que si le père n'avait pas transgressé l'interdit, ça ne se passerait pas du tout comme ça pour lui, hein. Et effrayé, donc il fuit encore une fois, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir ses parents adoptifs et de leur poser la bonne question, est-ce que vous êtes mes vrais parents ou pas, est-ce que vous êtes la réalité ou pas, il s'en va, et il fuit, il est toujours dans le déni et dans l'inconscience, c'est-à-dire qu'il ne peut toujours pas rendre à son père ce qui appartient à son père et prendre ce qui est à lui, à lui. Et donc ça c'est bien malheureux pour Oedipe, hein. Sur la route, à un carrefour, Oedipe rencontre un vieil homme sur un char. Ils se disputent la priorité dans le passage et en viennent aux mains. Oedipe tue le vieil homme sans savoir qu'il s'agit de son père. C'est important pour Oedipe de se trouver à un carrefour. En quelque sorte, il se trouve au moment de la fin de l'adolescence, quand on doit prendre son propre chemin, c'est-à-dire quitter le giron parental et devenir complètement autonome. On voit qu'à ce moment-là, il est en confrontation avec ce père négatif, un animus positif, un père
positif aurait été plutôt facilitateur dans cette prise de décision et dans ce chemin à prendre. Ce n'est absolument pas le cas ici, hein. Ici, il embrouille complètement le passage. On pourrait dire Alléluia, il a tué le père négatif, mais ce père, il est parti sans révéler le secret. Donc le secret court toujours, il est intégré par Oedipe. Il ne peut pas se dissocier du père, hein, dans le sens où j'ai pris connaissance de ce qu'a fait mon père, et ce qu'a fait mon père, ça lui appartient, ce n'est pas moi. Et ça, Oedipe ne le fait pas, il ne peut pas le faire. Non seulement il n'a pas eu de figure paternelle positive, mais en plus, à ce moment-là, il n'a plus du tout de père. Il a quitté son père adoptif, à qui il aurait pu poser des questions, et il a tué son père biologique, auquel il n'a pas posé de questions non plus, hein, et qui bien sûr s'est bien tenu de lui raconter la réalité des choses, hein. Et Oedipe se défend toujours de ce crime, il invoque la légitime défense et l'ignorance. C'est-à-dire il n'avait pas du tout connaissance que c'était son père, et donc encore moins de tout le secret qui était trimballé dans les valises. Cette malédiction ici n'est pas l'origine d'un fait d'Oedipe, c'est la transgression du tabou du viol par son père, c'est la conséquence des actes du père. C'est une véritable patate chaude. Nous avons vu que par 2 fois, Oedipe aurait eu l'occasion de prendre conscience, de devenir acteur, de ce destin. La première fois, c'est lorsqu'il est accroché, dans l'arbre, et la deuxième fois, c'est lorsqu'il croise cet homme qui lui, dit qu'il est un fils, illégitime. Et la troisième fois, c'est lorsqu'il rencontre la Sphinge qui va donc lui poser une énigme qui est la suivante: quel être à 4 pattes le matin, 2 le midi et 3 le soir? La réponse, c'est l'être humain. Parce que quand il est enfant, il marche à 4 pattes. Quand il est adulte, il se tient sur ses 2 jambes. Et quand il est vieux, il a besoin d'une canne pour se déplacer. On peut voir ici une certaine intelligence d'Oedipe, puisqu'il connaît la réponse et il la donne. Donc ça, c'est intéressant, mais il ne comprend pas le sens sous-jacent de cette réponse même, que c'est lui qui donne. Il ne pose pas de questions, il se pose jamais de questions. Et quel est le sens sous-jacent de cette réponse? Nous parlons d'être humain ici, et la réalité à laquelle tout être humain doit faire face, c'est tu nais, tu vis, et puis tu vas mourir. Tu vas marcher sur 4 pattes, sur 2, puis sur 3, et puis tu vas mourir. Toutes les choses vivantes doivent mourir, c'est une loi de la nature. Et par conséquent, dans l'incarnation d'Oedipe, dans la réalité d'Oedipe, il y a cette histoire de faute qui est vivante, puisque ça n'a pas été reconnu, ça n'a pas été réglé, ça n'a pas été jugé d'aucune manière. Et donc, quelque part, ça doit mourir aussi, mais pour cela, il doit en prendre conscience et en mesurer la valeur, et encore une fois, se dissocier du Père. Ça, c'est à lui, et ça, c'est à moi. Mais ça, il ne le fait pas. Comme récompense pour avoir vaincu la Sphinge, Oedipe obtient le thèbe de trône. Tu parles d'une récompense quand on sait ce qu'il va s'y passer. Alors, il prend la place du roi de ce système de pensée, c'est-à-dire la place de son père. Il reste dans l'ornière. La faute du viol et du déni sont toujours là, tapis dans l'ombre. Rappelez-vous que le père ne lui a pas permis de passer au carrefour, de se dissocier complètement. Et en plus, il épouse sa mère. Alors bien sûr que cela nous parle du tabou de l'inceste sur le plan littéral, mais aussi sur le plan des profondeurs psychiques, hein. C'est rester dans les jupes de maman de façon totalement inconsciente. Et on a déjà ce mécanisme avec Eros dans le conte de Eros et Psyché, lorsqu'il prend conscience de la réalité de l'amour et que ça lui fait peur. Lui, qu'est-ce qu'il trouve à faire? C'est partir pleurnicher dans les jupes de maman. Ici, c'est encore pire parce qu'il n'y a absolument aucune prise de conscience. C'est un fils à maman, il ne peut pas se passer d'elle parce qu'il n'a pas pu choisir sa route au carrefour, encore une fois. Alors la mère, c'est très important, sa présence est très importante dans l'enfance et même dans l'adolescence, parce que c'est elle qui va nourrir, c'est elle qui va soigner, c'est elle qui va conseiller, c'est elle qui va sécuriser. Mais arrivé à un moment, au moment du carrefour, il est nécessaire de couper le cordon. Or ici, ça n'a absolument pas été fait, c'est une véritable régression.
Et ça, c'est un tabou aussi, hein. Il n'a pas répondu au challenge du masculin de quitter la mer pour aller vers l'aimé. Si vous voulez en lire un petit peu plus sur ce mécanisme, je vous conseille de relire les travaux de Michel Cazenave et Pierre Solier qui nous en parlent avec beaucoup de talent. Il ne va pas vers l'autre avec qui engendrer des nouveaux possibles. Il répète le schéma et donc c'est des transgressions de tabou. Donc Oedipe finit par découvrir ses forfaits et il va se crever lui-même les yeux pour ne pas voir ses crimes à lui. Bien sûr qu'il ne peut pas voir ce qu'il a fait, il ne peut pas faire face, parce que c'est terrible pour lui. Il porte tout seul la responsabilité et la culpabilité de cette famille. Il n'a pas pris conscience de la responsabilité du père qui a transgressé le tabou du viol tout en restant dans le déni, et il ne veut pas voir la responsabilité de la mère qu'il a abandonnée. Avec des parents suffisamment bons pour paraphraser Winnicott, il n'en serait pas là, il serait passé au carrefour. Et le pire, c'est que, avant de mourir, Oedipe maudit ses fils qui n'ont pas rempli leur devoir de fils en ne prenant pas bien soin de lui. Lorsque moi je lis cette phrase, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce type? Il a commis l'inceste, il s'est crevé les yeux et il va mourir, et tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'accuser ses fils, de les culpabiliser, dans une pensée bien patriarcale qui veut la servitude des autres pour soi-même. En quelque sorte, il leur refile la patate chaude, hein. Moi, je vous dis qu'ils ne sont pas sortis de l'auberge dans cette famille. Et donc, ce mythe nous parle du tabou du viol, du tabou de l'inceste, de la catastrophe que représente le déni et les secrets de famille. Et nous savons combien c'est lourd, les secrets de famille. Mais il nous parle aussi, sur le plan subjectif, de notre propension à nier la réalité, de nous entourlouper pour ne pas faire face. Il se peut qu'à l'écoute des lectures que je propose, vous pensiez que je tire un peu le diable par la queue, mais pas plus que de lire dans ce mythe une soi-disant expression des pulsions sexuelles enfantines qui ont trop souvent légitimé des déviances. Nous le voyons, le drame d'Oedipe a pour origine la faute du père qui viole, reste dans ce déni qui engendre le secret. C'est un mythe majeur, mais vous êtes libre des réalités que vous voudrez bien y voir.